La République semble avoir oublié ses alliés dans les milliers de Serbes venus mourir chez nous. Il n'y a pas si longtemps, c'est à force de bombardements que nous les avons remerciés. Et cette Sainte Russie, qui envoya des forces venues nous rejoindre sur le front occidental pour faire face aux Prussiens. Le tsar fut lamentablement abandonné par une république agissant contre les trônes. L'Allemagne d'ailleurs soutenait les révolutionnaires, cassant ainsi le conflit sur le front oriental et ramenant ses forces sur nous. Étonnant d'ailleurs de voir l'Allemagne aider à la destruction du trône russe pendant que la République entraîne le trône autrichien à sa perte. Double réussite pour les idées révolutionnaires, sans parler de l'argent que la Prusse déversa aux journaux républicains en France afin d'empêcher tout espoir de retour monarchique. On serait presque tenté d'imaginer des intérêts communs. Laissons aux historiens le soin d'y voir clair. Pour illustrer l'abandon de notre allié russe dans une atroce guerre civile, rappelons à la mémoire le combat d'un homme qui, avec de nombreux autres, comme les Cosaques, moururent debout dans l'honneur. Dans cette Russie qui s'écroulait, l'amiral Koltchak rallia le peuple russe dans sa reconquête. Les armées blanches du front sud et le général Dénikine le suivent. En décembre 1918, l'offensive change de camp. Les succès sont au rendez-vous. Malgré le manque de matériel et d'équipement sur un front de 800 km, à moins de 45 degrés, les Sibériens progressent en divers endroits de 35 km par jour. Les Rouges reculent. Où trouvent-ils une telle bravoure, ces hommes ? Le colonel Capel y gagne le grade de général. Mais Koltchak, outre des problèmes de santé, doit faire face à de l'agitation socialiste sur les arrières, au trafic et aux intrigues. La Légion tchèque, malgré quelques hommes d'exception comme le capitaine Gaïda, devenu général russe avant ses 30 ans, était confiée au général français Jeannin. Nous sommes en mars 1919. Les armées blanches progressent vers Kazan sur un front de 300 km. En avril, Koltchak est à 600 km de Moscou. Les Alliés sont prêts à reconnaître un gouvernement provisoire. Dénikine, le 30 mai, soutient Koltchak comme chef suprême. La partie semble gagner. Les Rouges fuient. Dénikine sur le front sud progresse aussi, malgré une disproportion des forces en présence. On est loin des films de propagande soviétiques, car c'est 45 000 blancs qui chassent plus de 150 000 rouges. Le mois de mai voit un fléchissement des forces blanches, par un renforcement des équipements des soldats et du matériel des rouges qui reprennent l'offensive. Les blancs ont des lignes trop étendues et sont mal ravitaillés, comme mal équipés, et c'est la retraite. On peut dire que le général Jeannin de la mission militaire française est un authentique fruit pourri de la Révolution française. Il permettra aux Rouges de prendre la Sibérie. Les Alliés avaient trahi. Et vous connaissez la suite. Le jeune et fougueux général Capel et son second, Wojciechowski, avec le peu de forces encore disponibles, foncent sur Irkoutsk. S'empare le 20 janvier de Nidjeoudinsk. Malgré les jambes gelées, les poumons malades, en traîneau à la tête de ses hommes, il meurt en chemin. Wojciechowski poursuit la progression, marche et combat, et entre à Irkoutsk le 5 février. Les Rouges sont éliminés sur leur chemin, mais Koltchak est fusillé au bord de la rivière Outchakovka, alors même que les Blancs arrivent dans la ville. La glace recouvre le corps de ce grand soldat. Dans le froid et la famine, par les villes et par les champs, dit la chanson. Les Cosaques feront encore quelques baroutes d'honneur, notamment avec le baron Fouungern, qui ralliera des forces asiatiques anti-bolcheviques, mais on ne refait pas l'histoire. Ils finiront comme notre chouannerie vendéenne. Revenons à la guerre de 14 sur notre terrain occidental. Charles d'Autriche devenait empereur le 21 novembre 1916. Dès le 31 novembre, par l'intermédiaire du prince X de Bourbon, il demandait la paix. 2 lettres de sa main et une du comte Snernin en restent les preuves. Cette occasion était inespérée dans cette Europe exsangue. Qu'importe, pourvu que l'idéologie révolutionnaire triomphe, il fallait détruire cette monarchie en continuant une guerre où le sang français allait irriguer encore les terres de l'Est d'1 million de morts supplémentaires. Sous Louis XIV, les traités de Westphalie et des Pyrénées furent des avancées pour une paix européenne durable. L'Allemagne devenait 343 États indépendants, l'affaire espagnole se réglait, et des liens par mariage adoucissaient les rapports avec l'Autriche. Nos rois avaient bien travaillé pour la paix européenne. Il fallait la guerre pour se débarrasser de Louis XVI, qui sinon serait resté au pouvoir. La suite, nous la connaissons tous. Une série de catastrophes, de misère et de guerre.
des millions de morts, notre territoire sans cesse foulé par des armées étrangères, jusqu'à aujourd'hui, c'est cela l'héritage révolutionnaire. La République réussissait l'union des peuples germaniques contre nous. Louis-Philippe perdit son trône en refusant cette course vers la guerre, voulut partir le fusilleur. Avec Napoléon III, ce fut Sedan, dans une effervescence révolutionnaire, tournant le dos à la politique apaisante des Capétiens. Clémenceau, le jusqu'au-boutiste, convainc le ministre Alexandre Ribot de rompre les négociations le 31 mars 1917, malgré l'accueil favorable des USA, de l'Angleterre, du soutien du pape et du roi des Belges. Celui-ci comprenait en outre le sauvetage du tsar, ainsi que le retour de l'Alsace-Lorraine à la France et Constantinople aux Russes. En parfait descendant des Jacobins, non content d'avoir détruit les chances d'une paix, Clémenceau publia la lettre de l'empereur d'Autriche, afin de mieux lui nuire et ainsi le mettre en danger. Il s'acharna à détruire cette vieille Europe par volonté idéologique au risque d'y faire périr pour cela toute la jeunesse de France. Si nous avions fait la paix, nous aurions alors par empirisme intelligemment repris la politique diplomatique de Louis XV, qui avec Marie-Thérèse en 1756 mit fin à des années de guerre. Charles d'Autriche aimait la France et sa femme Zita était une Bourbon-Parme. Si nous avions accepté la paix autrichienne, nous aurions épargné 1 million de jeunes Français, empêché l'effondrement financier qui suivait, évité l'entrée des USA dans la guerre et la Révolution d'octobre. La République antisociale, en se débarrassant des Habsbourg, a fait le lit d'Hitler et de Staline. Voilà ce que l'on vous cache. Et voilà pour quelles raisons véritables sont morts des millions d'hommes. Non pour défendre la France, mais pour l'idéologie républicaine. L'Europe centrale fut brisée et ses frontières historiques renversées. Les conflits allaient germer par de tels bouleversements et livrer les peuples aux appétits d'Hitler puis de Staline. Bref, des années de misère et de mort. Voilà le résultat que Bainville avait pourtant annoncé et que l'on n'a pas voulu entendre. Même si les pacifistes soutiendront ces offres de paix, leurs chefs préféraient négocier avec l'Allemagne plutôt qu'avec une monarchie. Les républicains préféraient l'esprit de la Prusse. Quant à l'action française, prisonnière du compromis nationaliste, qui en temps de guerre épargne les luttes politiques, elle n'appuiera pas les princes dans leur démarche. La guerre est pourtant la politique menée par d'autres moyens. Bref, ils serviront ceux qui les détruiront. Les années qui suivront verront les assassinats de Marius Plateau, héros et grand blessé de guerre, le fils d'Audet, âgé de 14 ans, montrant ainsi l'esprit antisocial du système. La guerre de 14 fut une immense boucherie, handicapant fortement la démographie française. La République en porte l'entière responsabilité. Les souffrances qu'eurent à endurer les hommes de cette génération sacrifiée, ainsi que les femmes et les enfants, sont indescriptibles. Si l'on pouvait pardonner à la République ces scandales continus, ces vols des biens matériels et financiers des corps de métier durant la Révolution, ces massacres, ces fours et tanneries de peau humaine, son populicide en Vendée, ces déportations du Pays Basque, ces colonnes infernales, le camp de Condelys, les canuts de Lyon, les fusillades de la Commune, ces trahisons et répressions ouvrières, Villeneuve-Saint-Georges, Draveil-Vigneux, Narbonne en 1907, il resterait cette guerre d'enfer de 1914, impréparée, au matériel non adapté. La chair de nos enfants remplaçant ce que l'argent dépensé par la politique n'avait pu acheter en canon. Finalement, les millions de morts inutiles, la destruction de l'Autriche-Hongrie, la déstabilisation de l'Europe et de ses peuples, l'abandon de la Russie dans l'horreur de la guerre civile, la complicité dans ce qui allait naître dans une Allemagne humiliée, bref, le crime contre la civilisation européenne, nous le devons à la République. Celle-ci, par son idéologie meurtrière, enfanta toutes les dictatures modernes, avec l'attrait d'une fausse liberté aux ordres cachés de puissance d'argent. Gardons en symbole l'image de l'innocence du tsarevitch, comme jadis Louis XVII, de ses sœurs massacrées au nom d'une idéologie infernale créant les pires catastrophes humaines. Promenons-nous, comme nous le fîmes récemment, sur les lieux où respire encore l'âme de nos morts, celui de la mémoire, comme ce chemin des dames dont la terre est imprégnée du sang de nos anciens. Ces fils de France nombreux dorment sous nos pieds, et ces milliers de familles qui souffrirent longtemps de leur absence, pour du moins celles qui eurent des nouvelles. Dans ce silence,
N'entendez-vous pas des voix lointaines murmurer ? Qu'ont-ils fait de la paix ? Qu'ont-ils fait de notre pays, de nos familles ? De retrouver cette spécificité de notre peuple qui nous faisait aimer partout où nous allions. De reprendre ce dialogue dans nos communautés et de bannir le temps où les Français ne s'aimaient pas. Bref, renouer cette alliance qu'un jour firent un peuple et un roi, un certain dimanche de 1214 à Bouvines. Il s'agit, au-delà des idées, de retrouver le sens de l'humanisme perdu, de reconstruire un avenir et un destin français, dans lequel toutes les bonnes volontés seraient accueillies, comme ce fut le cas au travers de notre histoire. Notre jour viendra. Monsieur le Président, les troupes dont vous venez de voir le défilé sont heureuses d'avoir pu rendre les honneurs aux chefs hautement estimés de l'État, amis et alliés. Les vives sympathies qui animent l'armée russe à l'égard de la belle armée française vous sont connues. Elles constituent une réelle fraternité d'âme que nous pouvons constater avec d'autant plus de satisfaction que cette force imposante n'est point destinée à appuyer des visées agressives, mais bien au contraire à affermir le maintien de la paix générale et à sauvegarder le respect des principes élevés qui assurent le bien-être et favorisent le progrès des nations. Je lève mon verre à la prospérité et à la gloire de la belle armée française.